Bonjour et bienvenue dans ce 76e live sur Bubble 9e art où j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Émilie Gleason pour la sortie des Gugus en vacances publiée chez Atrabile. Salut Émilie. Coucou! Ça va? Merci de m'accueillir. Ouais, je suis très heureuse. Bon, trop bien. On est ensemble pendant 1 heure pour découvrir ce nouvel album, parler ensemble de cette famille Gugus qui gravite autour de Ted, ton premier héros, mais aussi parler des coulisses et de comment tu travailles. Donc ça sera l'occasion de parler de tes albums précédents, de ton parcours, toi qui as publié une quinzaine de livres en moins de 10 ans. Et je rappelle à vous toutes et tous qui regardez ce live que cette interview est en direct pendant 1 heure et que vous avez l'occasion d'échanger avec nous dans le chat ou les commentaires pendant toute la discussion. Donc n'hésitez pas à poser vos questions à Émilie, que ce soit sur l'album dont on parle aujourd'hui ou son travail en général, et toutes vos questions seront affichées à l'écran. Et pour lancer cette discussion et vous laisser le temps de préparer quelques questions, je vais vous dire quelques mots sur cet album où marcher n'est pas une option. Imaginez que vous partez en vacances en famille et que tout va mal, et pire, dès que quelque chose va mal, ça peut encore aller plus mal. Voilà la devise secrète des Gugus qui enchaînent les problèmes en essayant de garder bonne figure, selon Elena, la fille qui est obsédée par le regard des autres, ou en essayant de passer le meilleur moment possible pour Boris le père qui vit une relation secrète avec son guide Michelin, ou encore Ted que vous connaissez peut-être si vous avez lu Ted, drôle de coco. En déplaçant les personnages dans un pays exotique imaginaire, en allant assister à un mariage, on découvre toutes les facettes des personnages, leurs pires comme les meilleurs. Et si l'humour est omniprésent, les scènes d'engueulade ou d'introspection viennent créer un contrepoint dynamique où plusieurs états d'esprit coexistent. Donc pour appuyer cet humour parfois loufoque, parfois grinçant, le découpage, le style de dessin et le travail sur la typographie viennent souligner le propos dans un album qu'on vous invite à lire dans un seul souffle. Et pour comprendre toutes les subtilités, posons directement des questions à notre invitée, Émilie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie de revenir à cet univers que tu as installé dans Ted drôle de coco et comment tu définirais un petit peu ce Tedverse? J'aime beaucoup le terme Tedverse, c'est mon éditeur Daniel qui l'a trouvé. C'est de la jeunesse de Ted, hein. C'était il y a 7 ans quand j'ai fait cette première bande dessinée où, sans trop digresser, l'idée que Ted est né, où je n'imaginais même pas qu'elle soit publiée, je t'avouerai. Donc il y avait un peu ce côté où j'étais pure et nature complète à mettre mes entrailles dessus. Ça a été une expérience extraordinaire avec Atrabile. J'ai vraiment adoré travailler avec eux et comme tu as pu le nommer, j'ai ensuite été dans une espèce de tourbillon ces 7 dernières années avec plusieurs éditorices, plusieurs commandes, jeunesse et adultes, et j'avais ce besoin, cette envie peut-être de revenir à mes racines. J'avais peut-être enfin accepter le fait que je pouvais parler d'autre chose ou de continuer cette expérience parce que Ted, si on l'a lu, il y a un peu ce côté de c'est un one shot quoi, il y a vraiment pas de suite possible et euh, et donc j'avais besoin de ce préquel, enfin je sais pas comment l'annoncer autrement, de me dire je reprends ces personnages, je reprends cet univers qui est le mien et je vais creuser un peu plus. Donc pour être honnête, il y a un peu cette idée d'introspection, hein, on va en parler souvent, mais c'est que si je fais de l'autofiction, c'est parce que je déteste parler à la première personne, je déteste parler de moi, et je vais toujours trouver un moyen, grâce à la bande dessinée et aux personnages, de parler de moi sans parler de moi, dans un sens. Top. Euh, Et comment tu définirais un peu cet univers pour celles qui connaissent pas vraiment? le terme loufoque revient beaucoup, et j'adore parce que c'est deux animaux. Euh, oui, ouais. Alors, on peut parler de la Yolkalm déjà, mais c'est vrai que c'est un pays qui est inventé, que j'ai créé quand j'avais 18 ans, je crois, suite à un exercice qu'on m'avait donné en cours et que je trouve extraordinaire parce que c'est un peu cette idée d'autoportrait en pays complet, quoi. Donc où est-ce que tu le situerais? Quelle serait la météo? Quelle serait la gastronomie? Le PIB? L'histoire? La politique? Et évidemment, tu vas y mettre beaucoup de toi-même là-dedans. Et donc, il me paraissait évident de m'inspirer de mes racines, à savoir que ma mère est belge et mon père mexicain, que j'ai grandi dans la culture mexicaine avant même d'arriver en France. Je n'ai pas du tout la nationalité française pour l'instant. Et donc faire un mix-up des deux, une espèce de melting pot pour créer un pays qui me ressemble dans soi. Ok. Ouais. Et donc Ted, drôle de coco, a gagné le prix Révélation au Festival d'Angoulême en 2019, le prix lycéen de Genève. C'est un album qui t'a installé en tant qu'autrice et tu as beaucoup publié depuis, à peu près 2 albums par an avec des sujets et des styles très variés. Comment t'as vécu cette période intense?
Alors, il y a une part de moi qui a adoré. J'adore dessiner. Il y a un peu ce côté. Alors, je vais pas employer le terme maladif ni boulimique, mais vraiment je suis une maximaliste. J'ai appris ce mot. C'est vraiment dessiner avant de me nourrir, avant de me laver, avant de dormir. Je me lève, je dessine. Je m'endors, et je dessine. Je rêve de dessin. Je vis le dessin. Bref. Donc, il y a un peu ce côté autant faire de l'argent avec et de mêler les deux. Et donc. J'ai réussi, et ça c'est vraiment, je vois ça comme un coup de chance énorme, et que le prix m'a ouvert les portes vraiment dans l'édition, alors que mon style de dessin, et ça je l'ai su dès que j'étais étudiante, était très compliqué à défendre. Et donc ça, je remercie encore Atrabile de m'avoir fait confiance là-dessus, parce que je vois qu'il y a peut-être une demande, que ce soit en jeunesse, en adulte, en ado, en presse, notamment, je travaille beaucoup en presse, pour un côté loufoque, rigolo et très coloré, qui m'est propre. Et justement, ce style, il vient d'où? Comment tu l'as bossé? Comment tu l'as trouvé? C'est quelque chose qui était naturel ou t'as stylisé, t'as cherché un petit peu? J'ai un mélange des deux, je pense. Évidemment, j'ai des influences qui sont pas forcément la bande dessinée. J'ai grandi, donc ça je le dis depuis toujours, mais avec 3 heures de télé par jour, de cartoons, de dessins animés, donc on retrouve, comme tu dis, je ne marche pas, moi je cours, et j'essouffle mes lecteurs et mes lectrices, parce que je suis toujours dans le mouvement, toujours dans cette idée de ne pas ennuyer, donc il faut qu'il se passe quelque chose à chaque case, à chaque dessin. Et je suis très sonore grâce bon, je suis cinéphile, il y a pas photo, je regarde peut-être 3-4 films par jour en ancrant, en réfléchissant, en faisant mes pauses, vraiment une enfant de la télé, bref. Et je parlais du Mexique, je sais que les codex notamment, c'est un peu les livres de chevet que j'avais étant jeune, donc c'est toute la mythologie aztèque, mexica qui représente l'ère précolombienne, et quand tu vois comment c'est composé, j'ai eu un peu cet impact l'année passée en faisant une résidence au Mexique grâce à la Maison des auteurs et des autrices d'Angoulême, notamment, de me dire, mais en fait, oui, oui, c'est parce que le Mexique m'habite, que ce soit par les couleurs. Donc, je parle très souvent oui, de l'importance bon, bref, de la joie des couleurs, de l'artisanat, du côté un peu naïf qu'on peut retrouver dans cette culture, et des codex, où tout est fourni, il n'y a pas un seul moment pour reposer tes yeux, il y a un fourmillement complet, où c'est vrai que le blanc me fait peur, le vide aussi, donc dans mon travail comme dans ma vie, donc là ça se voit pas, le mur est complètement vide, et ça m'oppresse, mais ouais, j'ai besoin d'images constantes et d'être constamment happé, quoi, on va dire. Et du coup, tu dis que tu dessines tout le temps. Est-ce que c'est quelque chose où tu as tout le temps des carnets pour prendre des notes, ou c'est vraiment sur des planches et il faut que ça soit narratif? Ben là, autour de moi, j'ai 2 carnets, ouais. Et ils auront toujours un thème différent. Non, j'en ai 4, parce que j'ai celui du travail actuel, celui du passé, j'en ai un qui est très personnel, un autre de voyage. Dès que je sors de chez moi, je vois ça comme une aventure, donc je vais m'amuser à écrire ce que j'y vis. Je ne les finis jamais, comme je pense 99% des gens. Et oui, oui, je les garde depuis que j'en ai commencé à faire, donc c'était au lycée. Et ça, c'est vraiment impressionnant de voir l'évolution. Comment dire, je voyage peu, sauf pour le travail, mais par contre, je vais une fois par an m'amuser à reprendre tous mes carnets de voyage et les relire et revivre tout ça. Et je pense que ça a été très important aussi dans la construction des Gugus, de me dire, mais attends, il y a quand même quelque chose à faire, parce que je le rappelle, toutes les anecdotes sont vécues. J'ai juste fait un melting pot en l'espace d'une semaine sur 10 ans d'anecdotes. Et, ouais, ouais. Carnet Girl. Et justement, tu parles d'autofiction, tu te sers d'anecdotes familiales pour créer ces situations. Est-ce que c'est difficile d'écrire sur des proches? Est-ce que tu leur fais relire? Comment ça se passe, ce travail-là? Difficile, non, parce que je pense que ce sont les personnes que je connais le mieux. Donc, il y a dans c'est plus simple pour moi de me les réapproprier, de savoir comment ils penseraient une situation, et c'est ça qui me plaît dans la BD, là, je l'ai voulu choral, contrairement à Ted, où Ted, ça a été un vrai travail d'essayer de comprendre mon frère avant tout. Là, j'avais envie de me comprendre moi ado, que j'ai vraiment renié depuis 15 ans, c'est quelqu'un que j'avais enterré, quoi. Et mon père, donc c'est un peu les deux personnages, l'amour filial qu'il y a dans cette BD est né par hasard, quoi, mais parce que ouais, j'ai essayé de les comprendre en les dessinant.
Et pour ce qui est du travail de lecture, je l'ai beaucoup fait. J'avais un peu peur, évidemment, que ce soit mal pris ou autre, ou que je me moque malgré moi, ou qu'il y ait une mécompréhension de mon travail, mais j'ai la chance d'avoir une famille très supportive, enfin très, qui prend ce que je fais, qui comprend, même s'il y a voilà, l'humour, enfin beaucoup de choses tabous, on va dire, Ouais. vont être mises là sur un plat en or parce que c'est aussi comme ça que je fonctionne. Et j'ai fait le travail. Alors je les ai enregistrés, il faut pas leur dire, hein, mais à chaque fois je m'asseyais avec un de mes membres et on discutait de la BD. Et ce qui en est ressorti, c'est que c'est pas du tout le travail qui les intéressait, c'était de se souvenir des anecdotes vécues. Et chacun Ouais. avait sa manière de s'en souvenir. Et ça a été très très fort. C'est un album photo en fait, les Gugus pour nous, mais je souhaitais aussi que ça parle à d'autres personnes, de par le sujet qui est la famille, qui est assez universel. Et un peu comme Ted, hein, en soi, c'est Ted. Quand je l'ai dessiné, j'étais persuadée que, bah, que ouais, on était les seuls à vivre ça et que ça allait parler à personne en fait. Et je le vois encore en dédicace actuellement. J'ai un nombre incalculable de gens qui viennent me voir et me dire qu'ils se sont retrouvés dans les persos. Et c'est en ça que je trouve magnifique la bande dessinée. Ouais. Et tu as commencé à l'évoquer, mais donc il y a le personnage d'Elena qui est une sorte d'alter ego, et elle a sans cesse l'angoisse du regard des autres, ce qu'on va penser d'elle, et c'est un des personnages les plus énervés, qui a des pensées un peu violentes. Comment tu as travaillé ce personnage? Tu disais que tu t'es un peu éloigné en fait de ça, donc tu as cherché à retrouver un peu des sensations tu parlais d'introspection même carrément autour du personnage. Alors, petit moment psychologie. Mais Ouais. non, non, alors Eleana, j'ai eu beaucoup de mal à l'écrire parce que la première version, et là c'est rare que je fasse plusieurs versions d'une BD, mais là ce personnage, j'ai dû la redessiner 3 fois. Au début, elle était énervée, mais ouvertement. Tout l'énervait, et elle disait ce qu'elle pensait. Puis j'étais là, mais à 15 ans, j'étais pas du tout comme ça. Moi, au contraire, je gardais tout en moi, je souriais, j'étais parfaite, gentille, et en fait, ça bouillait en moi. Donc, je l'ai redessiné entièrement en me disant, en fait, elle va penser tout ce qu'elle pense, enfin, tout ce qu'elle. Elle va pas le dire, quoi, tout bêtement, et parce que j'étais comme ça à l'époque, et pas maintenant. Il y avait cette part de choses à faire de revenir. Toutes ces pensées intrusives, obsédantes, suicidaires, vraiment monstrueuses, incestueuses des fois, étaient quelque chose aussi que je n'ai jamais su dire à mes parents notamment, mais que j'ai l'impression qu'on peut vivre, toi, moi, enfin c'est vraiment des choses qui nous hantent. Et j'étais là, bah, la BD est encore un médium parfait pour pouvoir Mm. montrer à quel point ça me bouffe complètement, ça me prend l'esprit, toutes mes actions vont être... Et ça a été vécu, encore une fois, toute mon adolescence, et ce fameux regard des autres, je l'ai encore, je le travaille beaucoup. Je pense que la bande dessinée m'a donné une confiance que je n'avais pas. J'avais une confiance au ras du sol quand j'étais jeune. C'était une horreur. Rien que le fait d'exister était dur à accepter, quoi. Et il fallait que je me trouve un but dans la vie pour ouais, accepter le fait d'être, tout bêtement. Et c'est en ça que la BD est venue. Là, tu me vois et je parle, je dis des mots, mais j'étais incapable d'aller chercher une baguette plus jeune. Enfin, ouais. C'était, il y a vraiment un pas de géant qui s'est fait, et je pense que encore une fois, la BD m'a permis de m'accepter telle que je suis. Et j'ai l'impression aussi que tu mets de toi évidemment dans tous les personnages, mais que tu les fais vivre surtout par le corps. J'ai l'impression que t'as un dessin des corps très étirés, ils sont tout en mouvement, un peu élastiques, etc. Mais j'ai l'impression que c'est le corps un peu qui précède un peu le caractère des personnages. Tu cherches beaucoup dans tes carnets justement pour trouver comment ils vont vivre, comment ils vont évoluer avant de les mettre sur la planche. Pas du tout, non, non, c'est du spontané complet, mes dessins. Je fais très peu de brouillons. Pour l'anecdote, le cours que je détestais le plus en école d'art, c'était peut-être l'observation. J'étais là, mais à quoi bon perdre mon temps de dessiner ce que je vois quand je peux dessiner un bras de 2 mètres, quoi. Et donc ça a été assez intéressant de me dire, mais tant qu'on reconnaît un humain, tant qu'il a Ouais. les bras, les jambes, le nez, et cetera, je peux en faire ce que je veux, quoi. Pareil avec tous les animaux, pareil avec les villes, enfin une voiture. Il y a un peu ce côté où je suis vraiment anti-réalité. Ou si je dessine, c'est pour dessiner un monde que je veux voir et qui n'existe pas, plutôt que de m'ennuyer à reproduire ce que je vois par la fenêtre. Donc, ouais, non, dans mes carnets, il y a très peu de croquis préparatoires. Zéro même, en fait. C'est plus... Attends, est-ce que j'en ai un que je pourrais te montrer là?
Je pense que... Non, j'ai pas pensé à celui-là. Mais ça va plus être des anecdotes, vraiment des listes d'anecdotes complètes. Ah, attends, si, je crois qu'il est là. Ah bah top. Je sais pas si on rentre dans le vif du sujet et que je vous raconte comment je construis une BD, mais elles sont toutes différentes. Là, par exemple, je travaille sur un projet actuel qui va s'appeler Bichette, qui sera chez Casterman et qui a un sens avec les Gugus, dans le sens où grandir dans une dynamique familiale, je vais beaucoup employer ce mot, mais avec une personne autiste, crée en fait des impacts chez les frères et sœurs. Et moi, je pense, et ça c'est la thérapie qui m'a vraiment fait accepter le truc, que de par le besoin d'intention, j'ai créé un sentiment d'abandon énorme chez moi. Et donc je vais parler de dépendance affective. Ça c'est un autre sujet qui me tient vraiment à cœur, qui m'a pourri la vie, clairement. Et donc actuellement, je travaille donc sur Oh Bichette. Ça, c'est le stade 1, avec toutes les anecdotes que je veux raconter. Le stade 2 va se passer dans ce petit carnet, au Bichette, écrit par Quentin Tarantino, c'est pas extraordinaire. Ouf. Bah là, ça va parler à beaucoup de gens, mais voilà mon type de découpage. Attends, c'est pas pour ce projet. Voilà, ça ressemble à ça, où j'aurai ces mêmes anecdotes avec j'ai fait un découpage gaufrier de 6 cases, très simple, parce que j'ai envie d'essayer pour une fois de mettre mes personnages en cage. C'est très compliqué. Ouais. Et ensuite, là, je reviens au tradi. Donc, sur une feuille A3, hop, je vais remettre mes personnages, mais voilà, et encore, celle-là, je la trouve très poussée, avec le dialogue qui n'est qu'à ce moment-là. D'accord. Je ne dirais pas avant. Et enfin, je vais l'ancrer, je vais mettre les dialogues au-dessus, scanner tout ça en noir et blanc et le coloriser sur Photoshop. J'avais envie de revenir là au trait gras du crayon 8B et de m'inspirer encore une fois des cartoons où les personnages sont à une échelle différente du background qui est beaucoup plus clair. Enfin bref, les vieux Disney par exemple, les Silly Symphonies ou autres, mon dada. Et donc voilà, c'est comme ça que naît une BD, mais jusqu'au bout, les dialogues vont changer. Je peux me permettre là de changer les cases comme je veux si je trouve que ça fonctionne pas, et je travaille en épisodes de manière à pouvoir faire une espèce de Tetris avec ma BD en la relisant peut-être 10-20 fois et voir là où ça bloque, quoi. Les Gugus, ça s'est un peu fait comme ça aussi, où je vais jamais... Alors j'ai appris, des fois je suis obligée de le faire, mais de faire des brouillons pour le faire lire à mes éditeurs et éditrices, et ça m'ennuie, je déteste faire ça, parce que j'ai l'impression que c'est une perte de temps qui m'enlève la spontanéité qui m'est si propre. Ouais. Et donc je préfère envoyer les planches déjà ancrées, en fait, tout bêtement, et c'est comme ça que je retravaille. Comme je vais vite, je peux me permettre d'aller remodifier une demi-page sans problème. Ce que j'ai fait avec Eleana, pour en revenir à cette personnage, et j'ai dit que j'avais dessiné plusieurs fois, il y a une histoire dans la bande dessinée sur le regard de l'autre, dont tu as déjà parlé. Et la veille d'envoyer ça à Trabil, j'étais là, mais attends, Ted, son visage, c'est juste 2 points et rien d'autre, il n'a pas d'expression, tout passe par son corps. Eleana, pourquoi est-ce que je lui enlèverais pas ses yeux? Justement, les seuls organes que a Ted, j'aimerais l'enlever à sa sœur, parce que c'est ce qui la perturbe le plus, c'est c'est le regard des autres. Si je pouvais me crever les yeux, je l'aurais fait il y a longtemps, parce que j'ai du mal à... Enfin bref, j'ai vraiment du mal avec le regard des autres. Et donc voilà, j'ai passé une nuit complète à aller retirer les yeux de la personnage sur toutes les pages, et je trouvais ça assez fort comme représentation et métaphore visuelle, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, ouais, pour parler de comment tu travailles, tu nous as montré les cases, tu dis que les dialogues arrivent après, c'est-à-dire qu'en fait, tu composes la situation, parce que dans les Gugus, il y a beaucoup d'humour de situation, de comique, de mise en scène, et donc en fait, les dialogues viennent après, tu les éprouves un peu à l'oral, ou tu vois un peu comment ça marche par rapport à ce que tu as dessiné? Ouais, dans le sens où j'ai besoin de cette oralité. Je pense que c'est en ça que je fais aussi de la BD, que je me vois incapable d'écrire un roman. C'est que à partir du moment où tu mets un texte dans une bulle, c'est qu'il faut l'entendre plus que la lire. Et des fois, c'est dur avec les éditoristes d'enlever des virgules ou que ça paraisse le plus vrai qui soit, quoi.
Et donc, je vais le dire à voix haute. Je vais faire un peu aussi cette méthode de crier le truc ou de le jouer pour voir si ça fonctionne. Mais la plupart du temps, tu sais, je suis devant ma série, j'écris le truc et je fais OK, ça passe. Et puis, peut-être 2 jours plus tard, je revois la planche. Je fais non, là, c'est nul, ça coince. Je la rechange. Je me suis fait faire une typo, j'avoue, avec mon écriture. Ouais. Et là, ça me change la vie. Je gagne encore plus de temps. C'est incroyable. Et en plus, ça rend le truc un peu plus pro, je trouve. Et je vais pouvoir le traduire peut-être plus facilement. Donc là, pour Gugus, c'est toujours écrit à la main. Et en fait, c'est un temps monstre d'énergie chronophage, mais qui est une bonne chose. J'essayais d'autant plus de faire vivre la typo et les onomatopées. C'est quelque chose qui est assez propre à mon travail, qu'on ne va pas retrouver dans Bichette. Ok. Mais que je n'ai pas perdu pour autant, quoi. Je pense que l'écriture est un dessin au même rang que le dessin. Et oui, parce que justement, j'allais t'en parler des onomatopées, elles sont très vivantes, elles prennent parfois même la place du dessin. Dans les compositions, ça devient central ou ça écrase les personnages ou des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose pareil que tu trouves en dessinant. Tu dis, bah là, le dialogue, est-ce qu'il est tellement important qu'il va écraser carrément le personnage, donc tu dessines directement ce morceau de dialogue, ou c'est en relisant où tu te dis, bah tiens, là, ça pourrait être encore plus puissant si je le dessine. C'est clairement à l'ancrage, ouais. C'est vraiment pas du tout des choses que je réfléchis en amont. Et la plupart des blagues ou des situations comiques, des slapsticks visuels viennent à l'ancrage. C'est d'où l'importance pour moi d'avoir l'idée de la page en même pas une phrase, et ensuite me permettre toutes les folies à la dernière, au dernier stade, quoi. Hmm. Que c'est assez compliqué peut-être avec mon projet actuel, où je m'interdis peut-être ce côté. Je sais pas, j'ai envie d'essayer. Donc chaque nouvelle BD va être un challenge où je vais me donner des contraintes pour faire avancer mon style graphique, mais aussi narratif. Parce que ouais, je crois que j'ai un peu cette peur que toutes mes BD se ressemblent, ou que je me perde, que je me coince dans un truc. Je me souviens d'une phrase que m'avait dit un prof. Je digresse là, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude, mais je vais aller chercher les anecdotes un peu Non, partout. vas-y, on a le temps, c'est parfait. Un prof qui m'avait dit, tu sais, on a 18-20 ans à l'école, et on nous fait, mais votre style graphique, faut pas le trouver dès maintenant, sinon vous allez avoir 60 ans avec. Et j'étais là, oh, c'est vrai ça, il faut que je change à chaque fois. Euh, Parce que j'ai peut-être cette peur ouais, m'enfermer dans quelque chose. D'où l'importance aussi de faire des collaborations, de Mhm. travailler avec d'autres personnes. Ça, c'est vraiment enrichissant au possible. Ça peut être dur, ça peut être génial, ça peut être les deux. Mais alors de travailler en quinconce avec quelqu'un qui pense, qui voit, qui dessine, qui écrit autrement, ça ne peut qu'être une expérience bénéfique, quoi. Pour pas s'enfermer encore une fois. Ouais. Et tu parlais de contraintes, mais j'ai l'impression que c'est un peu présent dans toutes tes œuvres depuis les premières. Si je prends ton premier fanzine, Slapping Bag, ou ta première BD après TED, Comment survivre, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de contraintes en fait. Il y a des petites choses cachées que on perçoit peut-être pas en tant que lecteuriste, mais en tout cas que tu t'es mise à Ouais. l'origine. Ah, je veux bien entendre pour comment survivre, quelles contraintes tu vois, parce que pour le coup, je le vois comme un projet où. Donc j'étais aux Arts décoratifs de Strasbourg. Je me levais à 8 heures, je me couchais à 23 heures et je dessinais entre-temps. Et TED était un peu le projet sérieux il faut que je le montre au diplôme, il faut que ça fasse bonne figure, etc. Et comment survivre, c'était vraiment, mais il devait être 20 heures passées, j'avais 2 bières dans le nez, j'étais là, ok, maintenant je vais, sans même réfléchir, là je savais même pas ce que j'allais raconter sur la planche, que je la dessinais. Et donc, niveau contrainte, j'ai l'impression que c'est un de mes projets chouchou, comment survivre, parce que j'en avais aucune, quoi. C'était du fanzina pur, où le soir même, je l'imprimais pour aller le vendre sous le manteau à Ok. mes camarades, quoi. Ouais, Contre- c'est parce qu'en fait, il y a un côté un petit peu encyclopédique. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a une planche, il y a une question, comment faire de l'humour, je sais plus comment faire du striptease, ou je me rappelle plus toutes les. Et donc, tu poses une question, et il y a un côté, bah, je vais répondre de manière décalée à la question. Et du coup, j'avais l'impression qu'il y avait un peu une contrainte de dire, bah, j'imagine quelqu'un qui pose cette question, comment je vais lui répondre de la façon la plus décalée, ou la plus. Euh, c'est ça, ouais, En ouais. même temps, ouais, avec un fond de sérieux quand même, parce qu'il y a quand même une petite réflexion à chaque fois, parce qu'il y a des sujets plus sérieux. Mais du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y avait cette contrainte-là. Mais si tu dis que c'était très libre, peut-être pas.
Alors c'est pas tant une contrainte, c'était même mon plaisir, ultime, c'était de alors faire des listes d'une part, donc je vous parle de listes d'anecdotes, mais là c'était des listes de questions à répondre, en effet, et puis de me poser et de me dire: «En effet», c'est exactement ça, de la manière la plus absurde qui soit d'y répondre, avec humour. Des fois donc c'est là que mon féminisme est né aussi, je pense, à la dernière année des arts déco. Avant j'étais vraiment, un seul tomboy, enfin bref. Et donc on retrouve ça là-dedans, mais ça n'a pas été pensé. Il y avait vraiment pas cette envie de faire passer de messages pour l'instant encore. C'est là qu'est né Mickey Bouge, qui est vraiment mon premier fanzine et qui m'a aussi permis de m'ouvrir une porte, notamment aux États-Unis, parce que ça j'en parle peu, mais avant TED, c'est vrai que j'ai eu la chance ultime d'avoir un Tumblr qui fonctionnait, mais à l'international. Donc en Australie, aux États-Unis, et mes premiers boulots de presse notamment, étaient là-bas. Quatrième année des arts déco, j'ai eu la chance, année Erasmus, tout le monde partait à Édimbourg ou je sais pas, à Séoul, et j'étais là, j'ai envie de partir aux États-Unis. Moi, c'était un pays qui, on parlait de références, et j'ai lu très peu de BD, mais alors je lisais beaucoup de BD underground états-uniennes. J'ai pas les noms comme ça, mais vraiment les trucs trouvés en chinant au montant l'air. Et donc, To The Cloud m'invite à faire plusieurs festivals. Il y avait le Cake à Chicago, il y avait le Mocha à New York, et le TICAF à Toronto, ce qui est extraordinaire quand t'as 22 ans, que t'as un gros bébé, que t'as jamais fait de BD. Enfin, donc j'ai profité de l'année Erasmus pour partir 3 mois aux États-Unis. Et là, c'était incroyable. Enfin, vraiment, je suis devenue une autre personne tout bêtement. Je sortais peut-être de ce bien-être français, d'être chez moi avec mes potes, de voir autre chose tout bêtement aussi, à quel point la BD underground était présente et importante là-bas, de parler anglais, parler une autre langue que le français, on parlait du regard de l'autre, mais je crois que ça m'a Mmh. beaucoup aidé à accepter mon humour aussi. Je voyais que cet humour traduit fonctionnait bien plus. Donc ouais, j'ai décidé de démarcher les éditions francophones, et c'est ma toute première BD. C'est l'histoire d'une souris qui ressemble fortement à Mickey, qui pète tout le temps, et tout le monde lui dit, mais lui, il s'en rend pas compte. Et je pense j'ai réalisé il y a quelques mois que c'était l'histoire de ma vie où enfin bref, j'ai peur de péter tout le temps et de pas me rendre compte. Bref. Voilà. Et justement, dans tous tes bouquins, j'ai l'impression qu'il y a deux versants principaux à ton œuvre. Il y a les albums plutôt humour et des albums plutôt sociétaux, justement, que ça soit du documentaire avec Junk Food ou de Je perds pas la boule, le côté un peu biographie, et que les albums de Gugus sont un peu entre les deux finalement. Oui, Gugus, il y a un peu cette idée où c'est moi et personne d'autre, quoi. Je suis derrière aux commandes, le sujet, je le connais par cœur, c'est ce que je vis au quotidien. Et Atrabil me laisse une liberté totale dans le ton, le dessin, la narration, même s'il fait le travail d'éditeur, mais j'ai cette chance de pas penser en fonction de l'autre, ou de penser en fonction justement d'un sujet sociétal. Junk Food a été une autre paire de manches à produire, et c'est aussi là que j'ai réalisé peut-être que j'étais pas du tout faite pour la BD journalistique ni pour le didactique, parce que je vais tout tourner en dérision, tout tourner en blague. C'est sûrement un moyen pas de me protéger, mais ouais, je déteste être triste. Ça m'arrive souvent, mais c'est quelque chose que je veux éviter au maximum, et je pense que même dans mon travail, on retrouve ça. Mais il y a aussi ce truc où je te parlais des États-Unis, où j'avais cette liberté dans le ton de parler de souris qui pètent et de trucs du genre, et que ça, je suis incapable de le faire dorénavant, de dessiner et de prendre du temps sans que c'est un impact derrière, sans qu'il y ait une réflexion, sans que ça fasse réfléchir la personne en face. C'est pour ça que je me force, et c'est aussi une contrainte peut-être, de venir à peindre, tu sais, des images uniques, sans, tu sais, ce concept de faire des portraits ou de dessiner sans qu'il y ait un message politique derrière. Et même si je pense que c'est important et que tout est politique, j'essaye de faire des pauses comme ça, en retrouvant le plaisir que c'est de peindre sans tout réflexionner derrière. Et là, j'accepte de plus en plus de me dire, ben, enfin non, tout est politique. Je veux amener mon travail au mieux, pour faire changer à toute petite échelle qui est la mienne, les choses au mieux, quoi.
Même les Gugus, c'est très personnel, mais c'est vrai que je vais toujours avoir cette idée de laisser la parole peut-être aux frères et sœurs de personnes autistes, parce que ça, je l'ai vu en dédicace, les gens venaient à moi et ce n'était que l'entourage qui me retrouve une anecdote, allez. Où, j'ai accepté avec Ted que l'Éléana que j'ai été ado, était un peu une peste détestable qui ne supportait pas son frère, qui toutes les colères qu'elle avait, étaient contre lui. C'était lui le problème dans la famille de tous ces maux à elle, et j'en parle maintenant très ouvertement. Une femme m'a pleuré dans les bras en me disant: «Mais c'est la première fois que j'entends ça et de quelqu'un qui accepte, alors que c'est quelque chose que je ressens depuis 20 ans mais que je refoule». Et moi, je me souviens de ce sentiment. Je suis en train de relire L'Ascension du haut mal de David B, chose que je n'avais jamais osé faire jusqu'ici parce que je l'avais lu étudiante et il y a ce moment dans la BD où il imagine, que son frère meurt et qu'il ait fait quelque chose pour, sans que ce soit sa faute, mais que c'est un peu ce qu'il rêve, comme ça ses problèmes s'arrêteront, et c'est quelque chose qui m'avait vraiment marquée parce que, enfin, c'est encore un truc qui me touche beaucoup. Il y a un peu cette idée il a osé mettre dans sa BD quelque chose que je n'ose même pas imaginer moi parce que je le refoule. Et c'est aussi peut-être là que j'ai eu un peu cette épiphanie de me dire: «Mais il faut s'il y a quelque chose qui m'embête comme ça, qui me fait du mal, c'est peut-être cette chose taboue sur laquelle mettre le doigt et représenter tant bien que mal en bande dessinée, parce que c'est ça qui va aller toucher les gens, c'est ça qui va me faire du bien». Et donc je pense que cette BD a été très importante dans la construction de Ted par la suite, d'oser mettre en image, malgré le regard des autres, des choses qu'on a pu penser, faire, dire, et que ça ne fera qu'avancer la chose et le rétablissement, on va dire. Dans tes livres, souvent, et dans les Gugus, je trouve ça marche encore plus, c'est la relecture, en fait, qui est hyper intéressante, parce que au début, on lit d'un souffle, on est pris par l'humour, le décalage, les situations loufoques, le grotesque, et après, en relisant, on voit un peu la gravité qu'il y a un peu derrière, en fait. C'est-à-dire qu'on voit, en fait, que c'est tendu, on voit que les personnages sont pas bien, et que finalement, l'humour masque un peu tout ça, et puis certains voient ou ne voient pas, comme le père qui voit pas du tout ce qui se passe. Il a des lunettes, lui, qui fonctionnent pas comme nous. Mais du coup, je trouve que voilà, à la relecture, on voit que tu mets beaucoup de choses dedans, très voilà, très intenses. Et je trouve voilà, c'est des bouquins qui marchent bien à la relecture. Et c'est pour ça tout à l'heure t'expliquais du coup que tu travaillais en plusieurs fois. Et je trouve que c'est peut-être ça se sent, c'est hyper intéressant, ce travail en étapes. Ah ouais, c'est du vrai travail en étapes, dans le sens où j'ai aussi ce besoin, moi, d'avoir plusieurs projets en cours, pour pouvoir justement avoir ce recul et ne pas tout donner d'un coup, même si ça a l'air d'être très spontané et ça l'est. Il y a quand même un énorme travail de repos, on va dire, pour pouvoir revenir après, voir si j'ai pas été trop rapide, voir si ça reste compréhensible, si c'est pas trop. Et hem et oui, oui, et c'est en ça j'ai aussi perdu le fil, mais que tout enfin, je suis très contente que tu parles de relecture, parce que c'est une question que je me pose souvent. Est-ce qu'on a enfin, je sais toi comme moi, hein, je vois ta bibliothèque, j'accumule beaucoup de livres, tout ce que Ouais. j'aime ou tout ce qui m'a marqué, j'ai besoin de les avoir. Il y a un côté physique assez étonnant, mais je me reprends très peu à les relire pour autant. Il y a ce côté d'appartenance. Et justement, le projet dont je vous parlais, Bichette, j'ai pensé l'histoire avec une chute phénoménale, mais qui va changer toute la relecture. Je suis inspirée évidemment de Fight Club ou du Sixième Sens, où tu sais toujours cette idée de chute à la fin, et j'étais là, mais je veux imposer le lecteur ou la lectrice à relire la BD la seconde d'après, quoi. Hmm. Donc, je la survends peut-être et je m'en fiche, mais il y avait ce besoin d'envie de forcer un peu le lecteur à relire un travail pour le redécouvrir sous un autre œil. Et donc, elle a été vraiment pensée comme ça. Tandis que les Gugus, ou n'importe quel autre livre que j'ai pu faire, c'est quand même ce jet de OK, j'ai dit ce que je voulais, je passe à autre chose maintenant. Donc, je suis très contente de ce que tu dis. Ben, on y reviendra à ça, mais il y a une question de Laure qui demande est-ce que Ted vous lit? C'est une très bonne question. Il lit très peu, pour être honnête. Bon, je lui offre chaque année une encyclopédie du cinéma. Il est très cinéphile. Donc, il connaît par cœur les dates de mort et de naissance de beaucoup d'acteurs, d'actrices, de directeurs, etc. Mais alors, lire Ted, ma mère l'a fait avec lui, page par page, et en parlant à chaque fois de ce qu'on lisait, parce que bon, mon style de dessin n'est pas très clair, hein, des fois, il va vite, les couleurs, les dessins,
sont très, très et il n'a pas tant d'intérêt, on va dire, à lire mes bandes dessinées. C'est plus des conversations autour, où Mmh. j'en parlais récemment et ça a été très fort pour nous, on riait d'une planche avec, ma tante qui implique Ted dans les Gugus et il a vraiment pris ça pour de la moquerie totale, quoi et il s'est mis dans une colère noire qui était ingérable et je l'avais jamais vu comme ça. Ça a été effrayant et ça a découlé d'une conversation vraiment de plus de 2 heures sur, la différence entre rire avec quelqu'un et se moquer de quelqu'un, ce qu'il a vécu toute sa vie et ça je le rappelle quand même, Ted notamment, mais beaucoup de personnes autistes ou sur le spectre, vivent l'horreur au collège et au lycée et donc je pense enfin j'avais aucune envie qu'il pense que je me moque de lui, ce n'est pas du tout le Ouais, cas dans mon travail. Donc le travail qu'on a fait par la suite, ça a été de lire tous les retours qu'il y a sur la Fnac, sur, Babelio et cetera et de lui montrer qu'en fait, ce n'est qu'amour, que c'est une bande dessinée importante pour lui, mais aussi surtout peut-être pour les gens qui vivent la même chose et de montrer que, bah, ouais, que je l'aime avant tout, quoi. mmh. Donc, voilà ce qu'on fait. J'essaye d'en parler au maximum sans lui imposer une lecture qui peut être difficile pour lui. Et tu disais au tout début de la discussion que vous partagiez des anecdotes. Est-ce que lui en a apporté aussi? Est-ce qu'il proposait des anecdotes à ajouter? Oui, 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 on s'était posé en famille à 5 et on était là: «Bon, qu'est-ce que vous voulez voir dans le livre?» et Ted notamment, il y a cette anecdote des fourmis rouges, qui nous piquent sur tout le corps. C'était un de ses anniversaires, on était dans le Nevada, on a beaucoup de chance, bref, et voilà, donc ça, c'est peut-être pas une anecdote que j'aurais mise de moi-même, mais comme elle était importante pour Ted, je l'ai impliquée, et j'ai réussi à la mettre dans l'histoire. Et Balou, qui est donc l'autre personnage, le plus petit, Mmh. on a 9 ans de différence dans la vraie vie. Il s'appelle Balou, enfin c'est son surnom aussi, et ça je voulais pas le changer. Il était trop jeune pour se souvenir de la plupart Ouais. des anecdotes, mais il les a tellement entendues qu'il les connaît par cœur, quoi. Et c'était aussi rigolo de voir en image peut-être quelque chose d'impalpable pour lui. Bah, ce personnage, il a un côté assez amusant parce qu'il a le côté justement le plus raisonnable. Enfin, disons que c'est le plus jeune, mais il se conduit comme se conduirait une personne adulte dans ce genre de situation. Donc, il est assez marrant parce qu'il joue ce décalage sans être le schtroumpf à lunettes, hein, mais il a toujours le regard un peu normalisé. Bon, là, en fait, ça déconne, quoi. Oui, 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 à fond. Et je pense que je l'ai pas tant travaillé. C'est encore une fois très grandement inspiré de mon frère, mais je pense que quand tu es le dernier d'une Adelphi avec personne autiste encore, tu as des responsabilités qui te sont imposées. Et malgré toi, malgré les parents, c'est pas du tout voulu, mais c'est quelque chose que j'admire encore en lui, c'est que depuis ses 5 ans, il a toujours amené mon grand frère chez ses amis, au parc de jeux, il l'a toujours impliqué, il le fait encore. Euh, c'est sa responsabilité de petit frère, dans un sens. Moi, j'ai été la maman, la seconde du moins, et celle qui le défendait à l'école dans la cour de récré. Ça, c'était un truc, il fallait pas toucher à lui. Mais oui, 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 ça, on en parle encore. Donc, je fais comme ça parce qu'en fait, je vis actuellement chez ma mère avec mes 2 frères. C'est très étonnant ou autre, mais c'est assez extraordinaire, surtout à ce moment, avec cette sortie de BD, de réaliser qu'on est ultra soudés, qu'on arrive à discuter de ça très facilement et que ça nous fait du bien à tous, quoi. Mais de vivre avec mon frère encore maintenant, c'est incroyable. Il m'apporte énormément, quoi. Et pour parler de ton quotidien, justement, comment tu travailles? Tu travailles beaucoup, j'imagine, parce que tu as une grosse production. Qu'est-ce que tu peux donner une idée un peu de ta journée type d'autrice? Est-ce que tu jongles entre plusieurs projets? Est-ce que tu finis d'un bloc le plus possible un album? Comment tu travailles, en fait? Mais des fois, je me demande pourquoi je fais de la BD, parce que qu'est-ce que ça m'ennuie de faire le même truc pendant 1 an ou 2. Donc, j'ai journée type, je mets pas de réveil. Là, j'ai appris, avant j'essayais, hein, 8 heures, j'étais là, il faut que je sois productive. Maintenant, je me dis, il faut que je dorme, tout bêtement. Je me lève et je dessine pendant que le café bout. Ensuite, je dessine en buvant le café. Puis, dès que j'ai faim, vers 15 heures, je, je mange en regardant une série. Puis, je redessine. Alors, j'ai un chien depuis 6 ans, donc je le balade évidemment, et c'est peut-être aussi ce qui me permet de faire des pauses, parce que son bien-être avant le mien.
Et j'adore dessiner. Alors j'adorais dessiner, ça il faut pas que ma famille le voie, mais en réunion de famille, quoi. Il y avait un peu ce côté où je n'étais pas obligée de parler ou autre parce que j'étais là à faire mes carnets. «Ouh, j'ai beaucoup de travail, excusez-moi». Les dimanches, les week-ends, les vacances, pour moi, il y avait, un peu ce côté où: «Ah ça y est, je vais pouvoir enfin me poser et dessiner autre chose que ce que je dessine». Hem, Puis j'ai fait un burn-out, évidemment, parce qu'il y a un peu ce côté où, à force de tirer sur la corde, ça pète. C'était en 2022 et là, ça a été un peu cette idée ouais, d'arrêter de penser comme ça constamment et je pense que c'est malgré nous et je vois beaucoup de jeunes et c'est la première chose que je leur dis de savoir faire des pauses, de savoir penser à soi et que c'est un métier passion, c'est un métier où tu gagnes autant que tu produis, donc il faut produire pour gagner un maximum, quitte à mettre vraiment tes besoins de côté Ouais, et je vois à quel point ça a été important peut-être pour moi, où, les premières années où j'ai été productive et que j'avais la gouaille, la force parce que j'étais jeune et fringante, était important et j'ai l'occasion, le privilège et la chance de maintenant pouvoir faire des pauses. Comme maintenant, je respire. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, ouais, ouais. Maintenant, on en parlait en off, il y a une surproduction de livres qui est atterrante, ouais, je trouve et j'en fais clairement partie et il y a un peu cette remise en question de je me demande maintenant vraiment pendant des mois, est-ce que l'histoire que j'ai en tête, qui pointait comme ça, est-ce qu'elle a vraiment cette importance au point de vouloir, ajouter une pierre à l'édifice qu'est l'édition? Et ça me permet de faire du tri énorme et d'avoir une réflexion plus poussée dans mon travail, de moins être dans la boulimie, pardon, mais de vraiment de l'hyperphagie même de produire et et ouais, de revenir à des trucs personnels, plus de commandes notamment. Je sais que OK. l'expérience du stage d'Horacio a été, une bonne leçon dans le sens où je connaissais pas Vikash avant de faire la BD, je n'ai jamais eu d'attrait pour le football, il y a un peu ce côté où ouais, je veux plus faire ce genre de projet où je n'y crois pas à fond, quoi, dans un Ouais. sens. Et ça, je crois que c'est aussi important à le rappeler, surtout dans un métier où il faut se battre pour que ton livre, paraisse plus d'une semaine en facing en librairie et enfin bref, donc y croire à fond. Ouais. Et du coup, là, tu sélectionnes mieux tes projets. Et justement, là, tu parlais d'un projet qui va aller chez Casterman. Là, c'est un projet chez Atraville. Comment tu sélectionnes un petit peu? Tu te dis, bah tiens, je vais faire un projet selon les éditeuristes ou c'est selon pour diversifier un peu le lectorat. Comment tu sélectionnes ça? Il y a un peu de tout ça. Le fait d'avoir eu plusieurs éditeurs, éditrices, fait que c'est souvent venu de commandes aussi. Donc Casterman, je les avais contactés juste après avoir reçu le prix en 2019. Le projet, bah, c'était la version que j'avais contre le sucre et l'addiction qui en découlait, personne n'en parlait, c'était pas pris au sérieux, etc. Je me souviens très bien du mail où j'ai juste envoyé genre «Je veux faire un truc sur le sucre». Et Casterman m'a dit: «OK, on signe». Et c'est là que je me suis retrouvée avec un contrat d'1 an et demi à devoir faire une BD qui était au-delà de mes capacités, donc ça a été un branle-bas le combat avec le journaliste pour essayer de trouver quelque chose qui soit pour un public plus grand que Atrabile, ou la BD alternative en général et qui soit documentée. Elle a été terriblement documentée. On a vraiment fait 2 ans de recherche, avec Arthur et ensuite de trouver un ton qui nous ressemble aussi tout en étant, plus, je vais pas dire grand public, mais plus ouvert, quoi. Et ça a été dur. Donc ça, pareil, là, je travaille, donc c'est un projet secret encore pour l'instant, mais j'aimerais travailler avec une éthologue et donc il y a aussi ce travail en amont, avant de signer, qui est vraiment très important et ça aussi, je le dis à celles et ceux qui veulent faire de la bande dessinée, de savoir votre sujet avant de vous lancer parce que vous pouvez très vite être dépassé, en fait, par un projet qui n'a pas été pensé assez, et ça peut te faire perdre des dents, quoi. Est-ce que tu as fait plusieurs pistes? Tu as fait plusieurs versions qui ont été abandonnées? Parce que finalement, la version que nous qu'on a, on ne connaît que celle-là. Mais est-ce que toi, tu as expérimenté d'autres choses? Ah, les vrais savent. Oui, oui, bien sûr, il y a eu 3-4 versions différentes, OK. il y a eu 200 pages jetées, il y a eu, Ah ouais. OK. ça a été vraiment dur dans le sens où, bah, pour l'anecdote, je me souviens très bien que Casterman changeait en fait de bord, au moment où on a signé, donc c'était plus du Sociorama en tant que tel, Oui. fiction. C'était, un peu comme la jungle, de Khaled Lisa Mandel où on se dessine nous-mêmes, Ouais. micro à la main pour aller faire les interviews et comme dit au tout début,
me dessiner moi 6 fois sur une même planche. Donc on a essayé, jusqu'au jour où je me souviens, c'était décembre 2021, j'ai dit à Arthur, mais tu sais quoi, même moi, j'achèterai pas la BD qu'on est en train de faire. Je la trouve chiante à mourir. Je veux revenir à la fiction, je veux revenir à l'émotion, en fait, de ce que tu peux faire passer à travers des témoignages dessinés, etc. Et donc, vraiment, on a, sans aucun problème, tout jeté. Et recommencé à zéro, et c'est ce qui a donné Junk Food ensuite. Mais ouais, j'ai beaucoup appris, encore une fois, de cette BD. J'ai perdu des points de vie, mais elle est importante, quoi. Et d'utilité publique, je pense, et le sujet est plus qu'actuel, donc Ouais. je suis contente. Ah ouais, top. Et tu m'as confié aussi des brouillons, storyboards, des choses comme ça de ton travail. Et j'avais envie qu'on parle un petit peu de ça. En fait, donc là, je l'ai montré à l'écran, mais c'est pour montrer un peu comment tu travailles. Tu nous as montré tout à l'heure tes carnets qui sont très fournis. Il y a beaucoup d'infos, on voyait beaucoup de choses écrites. Ouais. Là, il y a des dessins qui mettent un petit peu en place, il y a du texte. Là, on voit tout en haut à droite, le texte fait à peu près cette taille. Donc, il y a une petite indication où tu places comme ça. Et donc là, c'est marrant, c'est un peu l'inverse de ce que tu montrais tout à l'heure, où là, tu as mis d'abord le texte avant un peu les images finalement. Oui, c'était pour avoir le nombre de pages à peu près, et en fait, le fait d'avoir le texte me permettait de voir s'il y avait trop de texte tout bêtement ou pas assez. Et ce que je ne fais pas avec ce projet-ci, c'est que le dessin arrivait après. En fait, là, l'important, c'était que ça reste lisible, même si je trouve on l'a peut-être imprimé trop petit et c'est entièrement ma faute, le Gugus, mais c'était aussi pour pouvoir le faire lire à mon éditeur, et le texte était important pour suivre la narration, et puis c'était à lui Ok. d'imaginer ce qui passait après. Mais oui, voilà, là vraiment, je me lève, j'ai ça, et je vais en créer à partir de ça. Ok. Et on parlait des outils tout à l'heure, donc tu disais qu'il y avait là, actuellement, tu travailles au traditionnel, mais tu as fait une partie au numérique. Oui, oui, tout est fait grâce à ce magnifique petit iPad incroyable. Je me suis permis une folie de prendre le plus gros parce que ça fait la taille d'une planche, et je l'emmène partout, mais c'est ouf, quoi. Je me souviens avoir dessiné pendant des pubs au ciné, dans l'avion, dans le train, dès que je bouge, je travaille aussi, je perds pas de temps. Et ouais, ouais, ouais. Donc là, je jongle toujours. Maintenant, c'est une nouvelle règle que je me donne aussi, c'est faire un projet tradi et faire un projet iPad pour ne pas m'ennuyer, pour ne pas m'enfermer, et pour aller 2 fois plus vite. Et justement, est-ce que le fait de travailler à l'iPad, mais peut-être aussi plus généralement, même si c'est au tradi, mais est-ce que tu travailles les pages d'un bloc ou est-ce que tu travailles des morceaux après que tu vas recomposer? Tu parlais de ça pour les chapitres et un peu les anecdotes. Est-ce que au niveau de la page, tu fais ça aussi? Tu vas refaire certains morceaux, tu vas intercaler des choses ou... Pas vraiment. Non, si je fais une erreur, je la laisse et je me dis: comme ça me rappellera que je suis humaine après tout». Non, je dis ça avec Romy, je sais pas si tu l'as lu, avec Olivier Bruno à Virage Graphique, où là, c'était un vrai retour en grande pompe, avec le crayon. Et je me souviens que, donc, il m'arrive de gommer quand c'est vraiment trop raté, mais j'ai voulu, à l'impression, laisser un peu ces gommages, parce que ça donnait beaucoup de mouvement. Et ça, ce que je préfère, comment dire? Ok, autre anecdote, je me souviens de l'expo à la BPI, Oui. où moi, mes planches favorites, c'est celle où tu as toutes les erreurs, et hop, il y a un coup de Tipex, et de revenir, et de découper, et cetera. Ça rend vivant, parce que tu perds Mhm. avec l'iPad complètement, où tout est nickel chrome. Et les planches que je fais actuellement, je vais même rajouter, alors qu'il y en a pas besoin, un peu de Tipex pour donner un peu de chair à cette BD. Ce qui est un peu ridicule, je sais, mais moi ça me plaît. Je me force aussi à noter toute la série devant laquelle je l'ai ancrée, parce que je sais que dans Ok. 10 ans, ça me fera rire de me dire: ah bah oui, putain, je regardais ça, et surtout quand je vois une planche, en fait, j'ai plus la série et l'émotion dans laquelle j'étais en la dessinant, quoi. C'est-à-dire, pour qu'on se rende compte, c'est-à-dire que tu dessines, mais en fait, tu as les yeux plutôt sur ce que tu regardes, tu fais des allers-retours. Et ce qui me permet de travailler plus longtemps. Ok. Quand j'écoute un podcast ou de la musique, mais au bout d'une demi-heure, je suis là, ah, faut que je bouge, faut que je fasse quelque chose. Alors que d'avoir une histoire que je connais par cœur, donc ça peut être des vieilles séries que je regardais ado, mais que je découvre aussi. Donc là, j'ai fini hier Handmaid's Tale saison 3 que j'avais pas vu, et je vais attaquer la 4. Ce qui n'est pas une série très agréable à regarder non plus. Niveau émotion, ça y passe, quoi. Mais
j'arrive à la suivre. Donc je vais aussi peut-être trier en fonction de ce qui est facile à écouter et pas forcément regarder, quitte à la regarder ensuite. Et c'est en ça que j'adore re-regarder 1000 fois une même série, parce que comme j'ai ancré devant, j'ai raté la moitié des trucs. Ouais. Donc c'est pas très bon de faire ça, mais ça me permet de travailler depuis plus de 10 ans, c'est comme ça que je fais, quoi. Et au niveau du dessin, en fait, il y a plusieurs niveaux de dessin. Par exemple, là, tout à l'heure, quand il y avait une petite interruption, je montrais cette page où on a les personnages qui sont ancrés, colorisés. On a les personnages secondaires qui sont pas colorisés et ancrés avec un trait de couleur différente pour montrer qu'ils sont personnages secondaires. Et on a en plus des taches de couleur. Et en fait, dans toute la BD, il y a des niveaux comme ça. Il y a même des planches, j'en ai pas un exemple, mais où il y a des taches façon peinture gouache un peu sur la BD. Comment tu gères ça, en fait, ces niveaux de dessin? Là aussi, c'est à l'inspiration, ou alors c'est utilisé de manière narrative? Pas du tout, non, non, c'est moi devant Procreate qui fait: «Ah tiens, ce brush est rigolo, hop, et si je regardais ce que ça donne?» Et c'est tout, il y a pas de il y a pas de recette derrière. La question des traits pas remplis des personnages extérieurs, c'est vraiment né, et ça c'est on va dire un clin d'œil à Ted, Drôle de Coco, où Ted n'a de remplis que les personnages qu'il connaît. Et donc c'est Mmh. très souvent la famille ou l'entourage, quoi. Et donc là, il y a peut-être une part de flemme de ma part aussi, de me dire: «Bon, bah, je le fais d'un trait», mais c'est surtout que mon dessin étant déjà très chargé, pour l'aérer au maximum, je trouvais ça important, de jouer sur cette double, on va dire, narration figurative, pour ne pas être pompeuse, mais de dessin, et de n'axer que sur les persos principales. Il y a un peu cette idée où je suis une grosse flemmarde. Je lis des BD, mais je vais avant tout lire le texte, quitte à ne pas du tout regarder le dessin. C'est comme ça que je fonctionne, et des fois je me force, ou tu sais, d'observer, d'analyser, de me dire: «Il faudrait que j'ai un peu cet esprit critique de Mmh. regarder les cases», mais dans mon travail, ouais, je veux aller à l'essentiel, quoi. Il y a un côté très schématisé aussi de pas, ouais, je sais pas. Je le réfléchis pas tant. Là, je suis en train de le réfléchir en Ouais. live avec toi, mais je pense que je lis comme je dessine, que je dessine comme je cuisine, que je cuisine comme je vis. Enfin, il y a vraiment ce côté de on y va. Et bah, je fais un petit point sur le temps, là, ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Il y a eu quelques interruptions, donc si tu nous permets, on prolonge un tout petit peu. Bien sûr, ouais, ouais, j'ai le temps. Bon, top. Si dans le chat ou dans les commentaires, vous avez des questions, c'est le moment pour les dernières questions. Moi, j'en profite, j'avais une question aussi sur les couvertures. J'ai mis les 2 couvertures, l'une à côté de l'autre, et en fait, c'est marrant parce qu'elles ont Ouais. un effet de proximité assez évident quand on les a à côté, où on a le même chemin, entre guillemets, les personnages qui courent, il y a un peu le même esprit avec les bâtiments et le chemin. Et donc on a sur celle des Gugus en vacances, Ted qui est cette fois à l'arrière et qui est tombé. Du coup, il n'est plus le personnage principal, alors que dans Ted Troll de Coco, évidemment, il prenait toute la place. Mais du coup, est-ce que tu as conçu ces couvertures en miroir? Oui, 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 on en a parlé avec l'éditeur qui voulait pas que bon, on voulait qu'on retrouve un lien, on voulait que mon dessin soit actuel et que je reprenne pas trop le style non plus de Ted. Mais je voulais absolument qu'en les voyant, en fait, j'imaginais, et là, encore une fois, je me suis peut-être mis à la place de quelqu'un d'autre, mais que, hop, tu vas en librairie et tu vois la couve des Gugus et tu te dis: «Ah tiens, ça me rappelle peut-être Drôle de Coco», Ouais. quoi. Donc de par la peau, de par, tout. Donc ouais, oui, clairement, je me suis ouvertement, inspirée de mon propre travail et de la propre couve pour qu'il y ait un lien de causalité. Et est-ce que tu as fait plusieurs essais? Comment on fait une couve en fait? Toi qui as fait beaucoup de livres justement, comment on fait une bonne couve? Comment tu abordes la couverture? Est-ce que tu le fais au début du projet? Est-ce que c'est à la fin? Alors c'est vraiment la dernière chose que je fais, parce que j'aime bien avoir un projet fini pour avoir l'idée de ce que je veux mettre en avant sur la couverture. C'est quelque chose que je repousse, jusqu'au dernier moment, parce que je sais l'importance d'une couverture, dans le sens où, encore une fois, je te parlais de la librairie avec toute cette offre qu'est les livres, il faut des fois que ça ait un impact assez Ouais. fort, pour accrocher l'œil et avoir donné envie de voir l'intérieur. Donc mes couves, j'y passe un sacré moment pour le coup. Je vais toujours avoir 5-6 idées différentes, en pousser certaines, voir comment ça fonctionne en tout petit, voir comment ça fonctionne en immense, changer les couleurs. Et là, j'aurais peut-être 10 versions différentes de couleurs pour voir ce qui fonctionne le mieux, pour attraper le chaland.
Et il y a aussi un peu cette idée où j'aime quand elle fonctionne dans l'entièreté de ma bibliographie. Enfin, je pense qu'il y a un lien dans toutes les Ouais. couvertures. Les couleurs, hein, c'est évident, mais ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être le fait que j'ai travaillé 3 ans aux éditions Ça et Là, ce qui a été 3 années extraordinaires aussi, de 2016 à 2019, parce que j'ai énormément appris de l'édition de bande dessinée alternative. Et je voyais le travail important des couvertures différentes. Mon boulot était d'aller voir les libraires, notamment, de faire des tournées tous les mois avec les services presse de nos nouveautés et de me rendre compte de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas en librairie, du point de vue des libraires, etc. Et ça a été ultra enrichissant pour la suite. Donc, comme une éponge, j'ai absorbé tout ce qui, je trouvais à mes yeux, fonctionnait ou ne fonctionnait pas. Et ouais, c'est quand même un chouette travail de réflexion, la couverture. Faut vraiment pas la Ouais. bâcler, pour le coup, je trouve. Un livre peut vraiment passer à la trappe à cause de sa couverture, et je trouve ça ouf, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme... attends, la bête métaphore, c'est ouais, d'écouter un morceau et de pas écouter l'album parce que le morceau t'a Ouais. pas plu, ou juste les premières notes, ou ce genre de truc un peu... lire le synopsis d'un film et de pas y aller, ou même la fiche d'un film te donne pas envie, quand le film est extraordinaire derrière. Et donc c'est en ça que c'est très important. Et j'aurais une autre question après sur ça, mais d'abord, je laisse la place à Laure qui te demande, est-ce que tu as des projets animés ou dans l'animation? Ouh là là, ça c'est un autre sujet. Donc je suis flemmarde. J'ai voulu évidemment, parce que le TED Drôle de Coco s'y prêtait beaucoup. Je trouve qu'il y a vraiment, je l'imagine animé. Et mon rêve ultime serait de voir mes dessins bouger. J'ai eu l'occasion de travailler avec Hyundai sur un spot publicitaire et j'ai pu voir mon dessin bouger, et c'était comme donner naissance. Non, j'exagère, mais c'était assez impressionnant. J'ai fait une résidence à Angoulême, encore une fois, et avec le CNC, qui te permettait de connaître les personnes du milieu, que ce soit des producteurs, des directeurs, des directrices évidemment, etc., pour comprendre comment mener un projet de bande dessinée notamment, ou d'écriture, au cinéma ou à la télé. Et là, vraiment, je suis tombée de très haut. C'est quand même un milieu très différent d'une petite avance, et tu as un éditeur avec qui tu parles. Enfin, c'était... de voir un projet qui peut prendre 5 ans et qui se casse la gueule, enfin, quand même, parce que tout ne s'aligne pas, d'avoir, comment on appelle les gens en face de toi, 80 personnes à qui pitcher quelque chose, de devoir convaincre, enfin, humainement, je m'en suis sentie Ouais. incapable. Donc là, je fais un peu, tu sais, genre, pom, pom, j'attends que des animateuristes viennent à moi et soient intéressés par produire mon travail, et j'offre les droits, enfin je vends les droits avec énorme plaisir pour qu'ils se les réapproprient, et de voir mon travail vivre autrement. Ça, c'est vraiment, c'est mon rêve ultime, je le hurle. Mais ouais, ouais. Donc non, moi, pas de projet animé, mais j'adorerais que quelqu'un se les réapproprie. Bon, on espère ça. Si ça se fait, on en reparlera. On fera une invitation. Et pour ma dernière question, aussi, j'avais envie de parler, donc on parlait des couves, mais aussi d'affiches, parce que tu as réalisé donc l'affiche des rencontres du 9e art qui sont actuellement visibles à Aix-en-Provence. C'est jusqu'à ce week-end. Vous pouvez aller voir, c'est une expo, enfin plusieurs expos gratuites en fait à Aix-en-Provence. Donc tu as fait l'affiche. Et là aussi, pareil, il y a un petit côté, tu disais au tout début de la discussion que tu avais horreur du vide, du blanc. Donc il y a un côté remplissage. Je pense aussi dans les Gus, il y a une page de carnaval. Il y a un côté où il faut en mettre beaucoup. Donc... Fortement inspiré de Ouais, ça, voilà, c'est ça. d'ailleurs, ouais. Comment tu as eu l'idée? Tu as repris un peu cette idée-là? Oh, alors, pour être très honnête, c'est vrai que quand Serge, d'Arpex, qui est l'organisateur enfin, m'a contacté, il était là, il nous la faut dans une semaine ou deux. Et j'étais là, que faire? Et donc j'étais partie évidemment sur des idées rocambolesques, avec tu sais, des anamorphoses, enfin, et donc très souvent, ça va être aussi comme ça quand j'ai une idée qui doit être faite très vite. Je prends rarement la première parce que je suis dans une folie des grandeurs monstrueuse, quoi. Et puis je vais remettre mes pieds sur terre et me dire: «Non, vas-y au plus simple, fais un truc qui fonctionne». Donc j'ai ouvert les Gugus, j'ai pris la page qui me plaisait le plus et je m'en suis inspirée. C'est comme ça qu'elle est née. Je trouve qu'elle correspond bien au festival que j'avais déjà eu l'occasion de voir et de participer en 2023. Je voulais quelque chose qui me ressemble, mais qui fonctionne, parce que c'est un festival qui est quand même grand public, enfants, adultes, ça touche à toute forme de narration graphique, et je voulais m'éclater, ouais.
Et ça a été le cas, j'ai adoré le faire, et je ne demande que ça, de pouvoir retravailler aussi dans un format autre qui est la bande dessinée, où là, il faut en une image, un peu comme la couve, donner envie Et oui. d'aller au festival, quoi. Tu parlais de peinture et justement pour le festival, tu as fait des peintures donc sur les toilettes du festival. Je suis pas heureuse qu'on en parle. Ah oui, moi aussi, j'y suis allé, donc j'ai pu prendre la photo et je trouve ça super beau. Et mais aussi Très belle. pourquoi cette idée, d'où ça vient? Alors là, c'est vraiment un travail avec le festival où cette idée, à la base, elle est née en plein confinement en 2020, avec ce besoin de dessiner autre chose que junk food parce qu'on était en plein dedans. Et j'étais là, bon, bah, je vais faire des portraits de moi aux toilettes. Let's go. Comme ça, j'ai pas à me prendre la tête. Je m'amuse à répertorier toutes les toilettes les plus rigolotes ou des souvenirs que j'ai pu. Enfin, il n'y avait pas tant de souvenirs à avoir aux toilettes, mais plutôt de rencontres ou de gens que j'adore. Et de me dessiner. Et j'ai fait 20 portraits qui ont été exposés à Art Factory à Mmh. Bastille, qui a fonctionné. Il y a même eu un fanzine qui en est sorti. Et puis j'étais là, mais attends, mais les gens ont l'air d'aimer me voir aux toilettes, c'est complètement absurde. Et puis, bah, le festival me dit d'ailleurs, il y a des toilettes au couvent, et on s'est demandé si on les customiserait pas avec tes portraits toilettes de 2020. Je dis banco, allez-y, c'est encore une fois cette idée de tabou et autres, c'est aussi rigolo de oser se mettre en scène et de montrer aussi ouvertement quelque chose qu'on fait tous, mais qu'on ne discute pas parce que c'est très privé, Et quoi. ouais. Et ça, c'est un de mes travaux dont je suis le plus fière, parce que je vois à quel point les gens ont besoin d'un peu cette liberté de parler de pipi, caca, prout-prout, quoi. Et donc là, mon idée prochaine, c'est dès que j'ai une maison, dès que j'ai un endroit à moi pour vivre, je me remets dans la peinture grand format et j'aimerais lancer une série non pas d'autoportraits, mais de portraits aux toilettes, de gens qui veulent s'y voir, parce que je pense qu'il y a une forte demande, en fait. Et le fun avant Ouais, tout, faut très s'amuser, beau. quoi. Et justement, tu as une question par rapport à Aix. Est-ce que tu y seras ce week-end pour le week-end de clôture? Non, mais je vous conseille vraiment d'y aller. Moi, j'y étais pour le week-end d'ouverture. J'adore, hein, j'adore ce festival. L'expo sont de qualité imparable et l'accueil est très chouette. En Provence, c'est quand même c'est comme ma petite pause vacances bourgeoisie. Mais non, le festival est super. Et donc, non, je n'y serai pas Ouais. malheureusement. Mais je crois qu'il y a le concert de Julien Nil et de tous ses invités en concert dessiné et ça va être incroyable. Si ce n'est déjà passé. C'est vrai, c'est ça. Si vous avez la chance d'y aller, allez-y, envoyez-nous des photos. De vous aux toilettes. De vous aux toilettes, ça sera le prochain projet. Et ben, sur ce, bah, je te remercie beaucoup, Émilie. Conclusion sur les toilettes, j'adore. Parfait. C'est la parfaite fin de vidéo. Et merci à toutes et tous pour vos questions dans le chat et vos petits messages sympas. Je les ai affichés tout le long, Émilie pourra le découvrir après avec le replay. Et justement, donc la vidéo sera en replay à partir de demain, je pense. Et sur la page de 9e art, vous tapez live ou sur Bubble, vous tapez live et vous avez tous les replays de disponibles à chaque fois. 1 heure de direct et il y en a 75 et 76 avec celui-là. Et pour compléter cette discussion, si vous voulez en savoir encore un peu plus sur les Gugus, quelques pistes de réflexion supplémentaires, il y a un coup de cœur à lire sur 9e art. Vous tapez les Gugus ou Emily Gleason et vous aurez tout ça. Et ben, merci beaucoup et à bientôt pour le prochain rendez-vous. Bonne journée. Thomas. Salut.